Et salut, c'est Shindo, je suis en retard, mais ça y est, je fais enfin ma vidéo cinéma des films sortis en 2022 que j'ai vus. Je rappelle que ce n'est pas une vidéo de critique, c'est juste pour donner une impression sur chaque film que j'ai vu, avec une petite note bien sûr quand même, mais bon... Ce n'est absolument pas quelque chose de détaillé, à part peut-être pour quelques films sur lesquels je resterai un peu plus longtemps, où j'ai certaines choses à dire. Mais voilà, je rappelle très vite fait pour les notes, D c'est que je déconseille de voir, le C c'est en gros du passable, mais ça fait rien si vous l'avez pas vu. Le B c'est à partir du moment où le film a quelque chose d'intéressant à montrer ou à raconter. Le A c'est un très bon film que je conseille de voir, et le S c'est pour moi mes films de l'année. Allez, c'est parti! Et je commence avec Nightmare Alley de Guillermo del Toro, et je suis bien empêté parce que d'habitude le premier film que je vois de l'année, il me sert un peu d'étalon pour noter un peu ensuite tous les autres qui vont suivre, et il se trouve que ce Nightmare Alley m'a divisé, il est assez long, plus de 2h30 si je me souviens, et clairement la première heure, j'ai presque l'impression que si elle avait été enlevée du film, au final, ça aurait pas changé tant de choses que ça. On aurait très bien pu juste garder quelques scènes du début en flashback ou autre pour la continuité du reste du film, de la deuxième partie du film, parce que le film est clairement divisé en deux, n'aurait pas été forcément affectée. Et autant du coup cette deuxième partie se suit bien et dynamique, autant du coup cette première partie se regarde sans trop savoir où est-ce qu'on va vraiment aller. Donc voilà, un film qui m'a divisé, pas le meilleur de Guillermo del Toro, mais que j'ai apprécié quand même. Mort sur le Nil, la suite du crime de l'Orient Express. Alors, cette suite qui a été moins appréciée, a priori, par le public que le premier film, et moi ça a été plutôt l'inverse. Alors, le problème c'est que je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, c'est toujours le souci avec ces films d'enquête. Est-ce que vous allez vraiment réussir à rentrer dedans dans cette espèce de suspense justement qui est lié à cette enquête, au meurtre, etc. Et bah, il se trouve que moi j'ai été plus imprégné dans ce film-là que dans le précédent. Donc voilà, ensuite je pense que c'est plus une histoire de goût qu'autre chose, donc à voir pour vous. Les Vedettes, nouveau film du Palma Show, et je le décrirais un peu comme, on va dire, une comédie efficace, avec malheureusement quelques défauts aussi. Ça vaut pas Max et Léon, mais bon, j'aime bien l'humour du Palma Show, on retrouve ce qui fait leur succès là-dedans, ça m'a fait rire à certains moments. Maintenant, ce côté, on va dire, critique de la télévision, il y a des choses sympas à raconter et tout ça, mais c'est un peu du vu et revu pour certaines parties en tout cas, donc voilà, plutôt bien, mais sans plus. Et on passe à Batman qui a failli de peu être mon film de l'année, un peu comme Dune à l'époque, où en gros il y a juste vraiment la fin où j'ai été un peu moins dedans. On sent que voilà, il fallait un climax final et tout, alors que d'une certaine façon le film aurait pu se terminer après l'échange entre Batman et l'homme mystère, mais voilà, il fallait cette scène d'action qui amène quelques belles images, quelques bons trucs, mais on sent que c'est un peu forcé, du moins c'est l'effet que j'ai ressenti, mais vraiment il y a juste ça. Il y a juste ça. Le reste, Pattinson, la scène de la Batmobile, tout cet univers mafieux avec Colin Farrell, enfin, le fait qu'il pleuve tout le temps, qu'il fasse quasiment tout le temps nuit aussi, c'est absolument incroyable visuellement, c'est magnifique, et voilà, c'est presque mon film de l'année. Bonjour! 3 fois rien, alors là on retourne dans la comédie française, mais je dirais encore plus classique que les Vedettes. À nouveau, il y a peut-être 2-3 bonnes idées, pas mal, mais ouais, non, très classique quand même, là, c'est un cran en dessous, je pense. Alors que Kung Fu Zora est une bonne surprise pour un petit film sans prétention comme ça, qui, au final, va parler des violences conjugales. Je trouve que l'angle d'approche, via le Kung Fu justement déjà, est très bien trouvé, et le fait d'en plus de faire jouer le mari par Ramzy, qui est quand même une figure de la comédie,
ça apporte quelque chose de différent justement, d'essayer, de tenter quelque chose et d'amener une vision un peu décalée, un peu originale d'une situation qui peut être difficile, et je trouve, voilà, tout simplement que le film vaut au moins le coup d'œil. Ambulance, alors, je suis pas forcément un gros fan de Michael Bay, surtout j'ai pas du tout aimé les Transformers. Il y a toujours ce truc où, ouais, il y a plein d'explosions et tout ça, mais en fait ça devient épileptique, on n'arrive absolument pas à suivre l'action, sans compter que, même si c'est un film d'action, je considère qu'il faut quand même un minimum de scénario cohérent, un minimum de cohérence, même pas de scénario, juste de cohérence dans les faits, et là, avec Ambulance, j'ai été à nouveau agréablement surpris. Le film se tient très bien, les scènes d'action sont lisibles, sont extrêmement efficaces, j'ai trouvé ça assez dingue, cette espèce de petit stress, de petite pression qu'on a tout le long du film, on va suivre cette ambulance justement, je trouve c'est extrêmement bien fait, il y a les petites touches d'humour qu'il faut, qui sont pas trop lourdes ou qui viennent pas empiéter justement sur l'action ou sur un moment, on va dire, un peu plus dramatique. Non, tout va très bien ensemble, tout est linéaire d'une certaine façon, mais cohérent en fait, et c'est dommage parce que j'ai cru comprendre que le film avait moins plu, et c'est un très bon Michael Bay que je mettrais aux côtés d'un peu de No Pain No Gain, même si celui-ci est dans un registre différent, mais je l'ai à peu près autant apprécié. Donc c'était un bon film d'action à voir au cinéma justement, peut-être à la limite juste tous ces plans de drone, on sent que Michael Bay s'est un peu fait plaisir là-dessus, c'est peut-être un peu too much, mais voilà, c'est vraiment juste ça. Alors, Morbius, bon, c'est un peu difficile, bon, faut savoir, déjà, je suis quand même assez fan de ce que fait Jared Leto, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis l'un des premiers limite à le défendre sur Suicide Squad, à dire que c'est pas de sa faute, et autant, là je pourrais le défendre un peu par rapport à son rôle, mais le film, je vais avoir du mal quand même, parce que, en fait, ce qui est bizarre, un truc très important, je trouve que les scènes de Morbius, prises séparément, sont pas si mal que ça en fait. Les scènes de dialogue justement entre Jared Leto et Matt Smith ou tous les autres personnages même, la scène prise toute seule, elle se tient, elle est cohérente, elle est pas débile, on rigole pas, voilà. C'est juste l'enchaînement des scènes qui n'a aucun sens pour moi. On passe vraiment d'un truc d'une amitié à tout d'un coup, ils se détestent et en gros on sait pas trop pourquoi, on passe d'une relation entre collègues à une relation amoureuse, et je rajoute même pas, bon, toutes les scènes d'action sont naze, tout simplement, il y a de la 3D dégueulasse qui est balancée, il y a même pas une ambiance un peu gothique du fait que ça soit un vampire, il y a rien de tout ça. Donc voilà, je pense vraiment que le film a été charcuté, mais même comme ça, j'aurais vraiment du mal à le défendre parce que le reste est un peu vide. Donc voilà, ça ne sert malheureusement à rien de regarder Morbius. Nick Cage. Un talent en or massif. Alors, oui, j'aime bien Nicolas Cage, j'aime bien les films qu'il a fait dans les années 90 et tout. Maintenant, je trouve pas que ça soit non plus suffisant pour faire un très bon film. Il y a de bonnes choses, il y a un peu d'humour qui passe bien, mais il n'y a pas ce côté un peu dingue que nous promettait la bande-annonce, et puis la fin finit un peu bizarrement, où on change de registre, où justement on dirait que ça devient une espèce d'hommage de film de Nicolas Cage à l'intérieur du film dans lequel il joue. C'est un truc un peu bizarre. Il y a quand même de bonnes choses. Je suis content de revoir l'acteur dans ce type de rôle, de le revoir tout simplement. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim. Ensuite, les secrets de Dumbledore. Bon, qui s'est bien fait défoncer. Alors, a priori, à juste raison, je le défendrai quand même un petit peu plus celui-là, puisque je suis désolé, tout n'est pas acheté, il y a des choses qui marchent, se retrouver dans cet univers-là, c'est toujours agréable. Oui, Dragono n'est pas le personnage principal de sa série, c'est un peu bizarre. Oui, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de cohérence entre les films, c'est du n'importe quoi. Maintenant, le film se regarde quand même bien, ça, il n'y a pas de souci, c'est un petit divertissement, on va dire limite familial. Voilà, il faut arrêter de déconner. Bon,
Il était temps d'arrêter le massacre pour la série quand même, on va pas se le cacher. Disney avec Star Wars nous a montré que c'était une mauvaise chose de se lancer dans une série sans savoir la finalité, vers quoi on allait, de juste faire un film, voir si ça marche, etc. Ils ont fait ça avec Harry Potter, non, ça a pas marché non plus, et donc voilà, il faut arrêter de faire ça, tout simplement. Now, behold. Et voilà, mon film de l'année, The Northman, et je suis tellement déçu que ce film n'ait pas marché au box-office, c'est un truc de dingue. Du coup, je sais pas trop comment je dois vous en parler, puisque a priori ce qui m'a plu ne plaît pas forcément aux autres, mais voilà, j'ai trouvé ce film absolument magnifique. Alors j'ai juste eu un peu peur au début, il y a la toute première scène dans la grotte avec le père et le fils et le chaman. Je me suis dit, oula, est-ce que ça va être un truc comme The Green Knight, où en gros ça va être absolument magnifique, mais je vais strictement rien comprendre. Et non, pas du tout. Non seulement le film est incroyablement beau, il y a des plans, on dirait des tableaux, enfin surtout toutes les parties de nuit et tous les combats, c'est incroyable, mais en plus l'histoire est géniale, elle réinvente rien, c'est juste que on n'a pas ce truc classique d'histoire de vikings qui serait bon pour un film de série B, très clairement comme on a pu en voir dans Direct ou DVD ou ce genre de choses. Non, il y a un petit twist, et il y en a même plusieurs au final dans l'histoire, et sauf que ce que j'adore dans ce film, c'est que aujourd'hui en fait, on a beaucoup d'incohérences dans les Marvel, dans tout un tas de films et tout ça, et ce film est extrêmement logique dans son scénario. Les changements de caractère dans les personnages sont amenés de façon logique, ils sont compréhensibles, tout est clair, tout est limpide, c'est magnifique. Et si on ajoute à ça la beauté de la mise en scène, des décors, cette scène finale, mais qui est incroyable, j'en revenais pas de voir qu'un simple combat entre deux personnes puisse être filmé de cette façon-là. Ce film m'a retourné et malheureusement, il a pas du tout plu. Et par contre, un film qui a très bien marché, c'est Top Gun Maverick, et je peux pas forcément lui enlever, parce que il faut bien avouer que si vous aimez Tom Cruise, si vous aimez l'aviation, du coup si vous avez aimé Top Gun et plus globalement les films des années 90, ce film est fait pour vous. Il est extrêmement efficace dans son action, et je trouve le petit truc en plus qui manque à pas mal de films aujourd'hui, notamment un peu au Marvel, on verra après, c'est que le film ne se fout pas de la gueule de son spectateur, quoi. On sent quand même que, même si on est là juste pour voir un divertissement, on essaye de faire un scénario cohérent, de faire des scènes d'action qui se tiennent et qui sont visuellement plutôt agréables à regarder, on va pas se le cacher. J'ai été assez bluffé par ce film, et je comprends parfaitement que ce film plaise, puisque c'est ce genre de film qu'on peut voir et même revoir régulièrement sans se lasser. C'est comme les films d'avant, donc voilà, il y a de la nostalgie, ça marche bien, mais c'est bien fait, donc c'est normal. Petite fleur et petite désillusion pour moi, j'en attendais un petit peu plus quand même, et c'est l'histoire, en fait, il y a un couple qui a un enfant, le mari est argentin je crois, il ne parle que espagnol, et il se retrouve à la maison, tout ça, il y a des problèmes de couple, etc. Et en fait il va tuer son voisin, un peu accidentellement, et le voisin va revenir. Et du coup il va le retuer en boucle, ça va lui faire du bien, lui permettre de déstresser, de un peu relâcher la pression de sa vie de couple où ça va mal, et toute cette partie-là est très bien. Le gars qui joue, j'ai pas son nom en tête, le gars qui joue le mec qui meurt en boucle, et joue un parfait connard, c'est super bien fait et tout ça, mais le problème c'est que ensuite le film part sur un truc très bizarre avec la femme qui va se retrouver dans une secte et tout, et j'ai absolument pas compris où le film voulait m'emmener, j'étais très vite perdu. Donc il y a ces petites scènes d'humour noir que j'ai trouvé très sympa, mais ils sont totalement noyés, c'est vraiment pas grand chose par rapport au reste du film, et du coup j'ai vraiment pas apprécié le reste.
incroyable mais vrai. Autre film où je trouve que le côté un peu fantastique est vraiment très mal exploité. Bon, je crois que c'est une caractéristique un peu des films français, en tout cas de ceux que j'ai vus. C'est, voilà, on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose, il y a une idée qui est là, mais ensuite, je sais pas, on va se concentrer sur des personnages qui sont pas forcément intéressants ou qui font des choses un peu bizarres, et j'ai un peu plus apprécié celui-là quand même parce que Alain Chabat, tout simplement, hein. Mais je garde quand même cette sensation de choses qui ont été d'idée qui a été mal exploitée, en tout cas pas jusqu'au bout, ou alors juste pas de la façon dont moi je l'aurais fait, enfin je l'aurais vu en tout cas, et voilà, avec en plus un final qui finit extrêmement vite, un peu spécial quand même, on va pas se le cacher, même si il est vrai que c'est comme ça que fonctionne le réalisateur. Ensuite, Elvis. Alors, j'étais divisé avant d'y aller parce que, oui, j'aime Baz Luhrmann, ça, il n'y a pas de souci, mais les biopics, c'est pas forcément mon truc. Elvis, c'est pas non plus une icône dont je suis très fan, même si je reconnais totalement ce qu'il a apporté à la musique. Donc je suis allé le voir et il faut bien avouer que la touche de Baz Luhrmann sur la musique, sur le visuel aussi, très, très coloré, apporte beaucoup quoi. J'ai vraiment apprécié, et moi apprécier un biopic c'est vraiment pas courant, donc si en plus vous appréciez Elvis, je vous conseille très fortement d'aller voir ce film. Decision to Live, nouveau film de Park Chan-wook que je remercierai toujours pour avoir fait All Boy, quel incroyable film, qui est là dans un registre très différent, puisque c'est une histoire à la fois d'enquête et surtout d'amour, en fait, très clairement. Et j'ai apprécié ce film, déjà pour sa réalisation, bien sûr, même si je pense pas, en fait c'est ce truc un peu bizarre, je pense pas être capable d'autant apprécier la réalisation que pourrait faire un véritable cinéphile, voire cinéaste, mais il y a quand même des choses qui transparaissent, qui sont assez incroyables, même pour moi. Ensuite, il y a cette histoire d'amour, alors qui m'a pas touché autant que certains, il y en a, j'ai vu, qui ont vraiment adoré ça, trouvé ça incroyable. Il faut bien avouer que le final est dingue, ça il faut bien l'avouer, à la fois beau visuellement et tout ce que ça comporte d'émotions un peu contradictoires sur ce crime, cette criminelle, cet amour avec un enquêteur. C'est plein de choses qui sont concentrées dans cette scène finale, qui est vraiment l'apothéose du film. Je regretterais juste quelques petites longueurs, longueur à mon sens ensuite dans le film, mais ça m'a pas empêché de l'apprécier. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ? La nuit du 12, et quelle agréable, très agréable surprise. Un film français qui m'a plu, ça arrive pas tous les jours très clairement. Et d'autant plus, ce que j'ai trouvé génial, c'est que dès le début, le film vous dit, c'est vraiment la première image, c'est du texte, et globalement, je vous raconte pas, mais on vous dit qu'il va rien se passer dans ce film. Et réussir à maintenir l'intérêt du spectateur quand on sait ça, justement, j'ai trouvé que c'était un tour de force absolument génial. Il en découle une atmosphère vraiment, vraiment spéciale dans ce film policier en plus. C'est voilà, alors peut-être que le côté aussi policier, juridique et tout ça m'a plu, je suis un peu fan de ça, mais globalement, même sans ça, c'est un excellent film quoi. Thor, Love and Thunder, alors là on redescend d'un coup à fond. J'avais déjà été un peu partagé par Thor Ragnarok parce que oui, le film était drôle, ça il faut bien que je l'avoue, mais il violait un peu tout ce que j'appréciais dans Thor et Planète Hulk aussi, et ça me faisait mal de me dire que c'était un film Marvel qui souillait à ce point-là ses propres comics. C'était ça, je peux plus revoir ce film, même si sur le coup j'avais quand même rigolé, faut bien l'avouer, la comédie était présente, mais là, le film n'est même pas drôle. Thor, Love and Thunder est malaisant
au possible. C'est vraiment... Ah, je revois les scènes entre le début un peu bizarre de l'entrée de Thor avec les Gardiens de la Galaxie, Russell Crowe en jupette qui danse. Oh mon Dieu, enlevez-moi ces images du crâne, c'est horrible. Alors en plus, à côté de ça, ce qui est génial, c'est Christian Bale est bien dans ce film. J'ai bien aimé son personnage un peu sombre. La toute première scène commence avec lui et je me disais, ça c'est une bonne idée. Mais je pense qu'en fait, limite, il y a dû avoir 2 équipes de tournage, une avec Christian Bale et une avec le reste du film, parce que l'ambiance est totalement différente. Je pense vraiment que Christian Bale il n'y a pas une seule scène d'humour avec lui. Il n'a pas du tout dû vivre le même tournage que Chris Hemsworth. Donc vraiment fuyez ce film. Alors c'est sûr que Bullet Train, juste derrière, m'a paru pour un film pas trop mal, ou en tout cas passable, même s'il s'est fait défoncer par pas mal de gens. Voilà, bon, niveau scène d'action... On va dire qu'on repassera un petit peu, bon, je suis méchant quand même, il y a 2-3 trucs qui sont pas trop mal, mais le fait que ça soit un peu exigu et tout, c'est, je trouve, mal exploité. Très clairement, il y a eu certains films qui, notamment au Hongkongais, qui ont fait des scènes d'action justement dans des endroits clos comme ça, et où ça donne quelque chose de dingue. Là, on n'a pas vraiment ça. L'humour passe un petit peu, comparé à Thor Love and Thunder, ça passe carrément même. Mais le problème, c'est que justement, cette mode de mettre de l'humour un peu partout, et en fait tout le temps, ça casse le rythme du film. Il y a des moments où, voilà, on va te rajouter une blague alors que c'est un moment dramatique. En fait, ça n'a rien à faire là, globalement. Et je rêve qu'un jour, je retrouve un film comme Kick-Ass, très clairement, qui arrivait à mélanger parfaitement humour et action pour donner un film à la fois fort et drôle. Et voilà, j'attends ça, mais c'est pas Bullet Train qui me l'a apporté. Vesper Chronicle, petit film lituanien, mais avec des producteurs européens, enfin voilà, c'est un peu mélangé. Et il y a de très bonnes idées dans ce film. J'ai pas été transporté par le film qui a quelques longueurs, quelques temps morts, je trouve. Mais voilà, cet univers post-apo avec cette forêt poisseuse là, qui m'a fait penser à certaines scènes dans le Pacte des loups notamment. Il y a tout ce côté technologie organique qui... Pour ce coup-ci, m'a fait penser à Existence. Il y a vraiment de très bonnes idées pour amener un truc écologique. Il y a visuellement, et ne serait-ce qu'en termes de post-apo, il y a des idées que je trouve intéressantes. Voilà, il y a juste, sur la longueur du film, je trouve que ça tient pas. Mais je reste quand même sur une bonne note pour ce film. Nope, nouveau film de Jordan Peele, et comme tous les films de Jordan Peele, il a fait pas mal parler de lui. Et personnellement, il va rentrer dans cette catégorie de films que j'ai vus dans cette deuxième partie d'année, de films d'auteur où j'ai vraiment l'impression que je passe à côté de quelque chose. Très clairement, j'ai apprécié de voir ce film, cette histoire d'extraterrestre, visuellement qui est assez incroyable. Enfin, toute l'histoire autour de l'extraterrestre, j'adhère totalement. Ensuite, j'ai été perdu par ce singe. Pourquoi cette histoire autour de singe? Qu'est-ce qu'essaye de nous dire le film? Quelle est la métaphore justement de cet extraterrestre? Est-ce que ça nous parle du cinéma hollywoodien, des animaux à Hollywood, de la 3D, des noirs dans le cinéma? Enfin, j'ai absolument pas compris, et je suis pas le seul, hein, clairement, au moins là-dessus je suis rassuré. Mais voilà, il y a eu pas mal de films d'auteur, enfin pas mal, en tout cas que j'ai vu en cette fin d'année 2022, où je suis laissé à côté sur le film par une partie du film. Du coup, je me retrouve avec une partie que j'ai appréciée, qui est, on va dire, facile à aborder, et une partie un peu plus méta, où je me retrouve perdu, et qui me laisse du coup un sentiment mitigé sur le film. C'est le cas pour Nope. Bon, Les Mignons 2, voilà, j'ai vu le film, c'est déjà pas mal, je crois. C'est juste un enchaînement de gags perpétuels. Pourquoi pas, mais voilà, j'ai pas apprécié. On m'ôtera pas de l'idée que Les Mignons, c'est juste
une tentative de se faire de l'argent en copiant les lapins crétins. Donc voilà, je crois que j'ai rigolé vite fait une fois ou deux pendant le film, mais ça va pas plus loin. Alors qu'en termes de films d'animation, au même moment, on avait quand même De l'autre côté du ciel qui sortait, quoi. Donc oui, j'ai eu un peu de mal au début avec la voix de Philippe Catherine, j'ai du mal avec sa voix, bon, c'est comme ça. Le reste du film est une merveille, absolument incroyable, et ce que je trouve très fort, c'est que ce film est un film pour enfants. Contrairement à beaucoup de films d'animation japonais que j'ai appréciés, comme Belle, comme Your Name, des films où je comprends pas pourquoi il y a des grands-parents qui emmènent leurs enfants de 5 ans voir ce genre de film d'animation juste parce que c'est un dessin animé. Non, il faut un certain âge pour pouvoir s'impliquer dans l'histoire et comprendre le film. Là, De l'autre côté du ciel, c'est un film qui parle de la société, de la valeur de l'argent dans cette société, de comment elle change les comportements, de la pollution. Il y a des thèmes extrêmement sérieux qui sont abordés pour qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre et apprécier le film. Je trouve ça absolument incroyable. C'est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. 3000 ans à t'attendre et film de Frank Miller. On revient, malheureusement, un peu sur ce que j'ai dit sur Nope, un peu sur ce que j'ai dit aussi sur Nightmare Alley. Le film est divisé en deux, et toute la partie où le génie raconte son histoire, tout ce qui lui est arrivé, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça très beau et plaisant à regarder. La deuxième partie sur l'histoire entre les deux personnages principaux, déjà m'a laissé un peu de marbre, je comprenais pas, ça va très vite justement après, et on sent que le film a un message, et je n'ai pas capté ce message dans la deuxième partie du film, c'est incroyable, mais voilà, à nouveau, j'ai été un peu perdu donc sur cette deuxième moitié de film, et ce qui est très dommage parce que la première partie vaut vraiment le coup d'œil. Everything, Everywhere, All at Once. Alors, personne n'a pu passer à côté de ce film, je pense. C'est, alors, d'une certaine façon, une très belle surprise, effectivement, puisque c'est un petit film avec un petit budget d'auteur qui a extrêmement bien marché au niveau du grand public, c'est cool. Et pourtant, j'ai pas mal de reproches à faire à ce film, Il m'a laissé de côté déjà surtout son humour. En fait, il y a énormément de choses dans ce film, de scènes, qui m'ont fait sortir du film. C'est assez incroyable. Le coup du trophée qui a fait rire beaucoup de gens, non, c'est pas pour moi. Le coup du bagel, enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et là, normalement, sur la vidéo, vous voyez la note que j'ai donnée à ce film. Et vous vous dites, pourquoi, si j'ai pas apprécié une grosse partie de ce film, parce que l'humour c'est quand même une grosse partie, pourquoi je lui donne une aussi bonne note? Et très clairement, c'est parce que j'ai jamais vu ça au cinéma, il faut bien se l'avouer, quoi. C'est, en termes de montage, de réalisation, et surtout de montage, quelque chose d'absolument incroyable, dans le sens où j'ai vraiment pris une claque, il faut bien se l'avouer. Et en fait, il y avait ce truc bizarre où je sortais du film, et tout de suite après, il y avait une idée absolument lumineuse qui me faisait re-rentrer dedans, puis il y avait un nouveau truc qui me gênait, puis ensuite il y avait un nouveau truc que je trouve incroyable, et voilà, le film en plus déjà est d'une incroyable fluidité dans son montage. Alors ce qui est bizarre, c'est que en fait c'est le début du film qui est censé être le moment le plus posé, ou du moins c'est le seul moment du film où il n'y a pas d'univers parallèle, donc il est censé être logique à comprendre, mais en fait, pas vraiment, même pas du tout. Et ensuite, du moment où cette histoire d'univers parallèle rentre en jeu, j'ai trouvé ça d'une fluidité. Je trouve vraiment que c'est un coup de génie d'avoir réussi à faire ça, d'utiliser les univers parallèles de cette façon-là pour ces personnages-là. Je dois bien avouer que je suis bluffé. Je sais pas si je reverrai ce film parce que, comme je vous dis, il y a vraiment des choses qui m'ont gêné, mais je pense très clairement, très fortement que c'est un film à avoir vu au moins une fois. Malgré ces personnages avec des doigts saucisses qui... Oh mon dieu, c'était horrible ça. Le Visiteur du futur est
à nouveau un plutôt bon film français qui est en plus un film où il y a du post-apo, ce qui est assez incroyable, hein, on va pas se le cacher. Sachant que je n'avais pas regardé la web-série avant ça, je connais très vite fait, je connaissais avant très vite fait l'univers du Visiteur du Futur, mais voilà, pas plus que ça, et ça m'a pas empêché de bien apprécier le film. Peut-être que je le surnote un peu, parce que je trouve qu'au final, il y a juste des bonnes choses dans ce film que j'aimerais retrouver plus souvent dans d'autres films français qui réussissent à faire des comédies un peu de genre et tout ça. On sent avec ce film qu'au final, c'est pas compliqué de juste faire un bon divertissement qui se prend pas trop la tête, et c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas plus, tout simplement. Alors, The Gray Man, je dois bien avouer que j'ai failli mettre un D à ce film-là. Vraiment, il y a juste deux petits trucs. Il y a une scène de combat à main nue dans la deuxième partie du film qui est sympa. Le fait de voir Chris Evans avec sa moustache jouer un sociopathe, ok, l'idée est plutôt cool, pourquoi pas. Mais alors, le reste... Déjà le scénario, alors je sais que c'est un peu bizarre de parler de scénario dans un film d'action, que le début soit incohérent. Bon, pourquoi pas, il faut quand même quelque chose pour amener l'action. Le fait dans John Wick que juste parce qu'on tue un chien, le gars tue toute la mafia russe, c'est un peu disproportionné, mais on l'accepte, pourquoi pas. Par contre, quand les incohérences s'enchaînent toutes les 5 minutes, dès qu'il y a une pause et un peu de dialogue, en fait, c'est n'importe quoi. Des personnages qui se téléportent d'un pays à l'autre, enfin... ça commence à faire beaucoup quand même là. Donc tout ce film, ce n'est que ça. Et surtout, très important, c'est un film d'action qui n'a pas de punch. Où vraiment, il y a des moments où Ryan Gosling tire sur des gars et on ressent pas l'impact du coup de feu, quoi. On sent que c'est un pistolet à billes avec le gars qui saute en arrière, quoi. C'est waouh. Alors je sais pas si c'est un manque de budget, les frères Russo sont peut-être pas habitués à ça, j'en sais rien, mais un film d'action sans impact, c'est un peu compliqué. Et ensuite, Prey, alors j'avais un peu peur pour ce film. On a vu qu'avec Netflix, ils ont fait des bons films au début, quand la plateforme est sortie, histoire de se donner une légitimité. Et très rapidement, en fait, ils se sont mis juste à faire des films de merde, histoire de remplir leur catalogue. Hein. J'ai encore Red Notice en tête, on vient de voir The Gray Man, quoi. Mais du coup, étant donné que Disney+, eux avaient décidé de passer directement à l'étape 2 et à mettre des films pourris pour remplir leur catalogue, quand ils ont annoncé une espèce de suite plutôt préquelle de Predator, sachant que les derniers Predator, les 2 derniers étaient vraiment pas incroyables, forcément je m'attendais pas à voir grand chose avec Prey, hein, très clairement. Mais ok, je dois avouer, il y a des bonnes choses dans ce film. Alors, il y a des bonnes choses surtout parce que ce film est, je trouve, un hommage au premier film. Du coup, il reprend des bonnes choses du 1, des bonnes choses même je crois que c'est du 3 ou je sais même plus et tout ça. Enfin bref, il reprend des bonnes choses de chaque film, mais il n'invente rien. Donc, voilà, il se regarde bien, c'est plaisant, ça va pas plus loin que ça, mais quand même... c'est plaisant, l'actrice est bien, ça le fait étonnamment, ça fait un bon antagoniste au Predator, et ça fait que c'est agréable à voir. Compromat, et où que ça a été compliqué. Un film français qui essaye de faire du suspense, et c'est toujours pas ça, hein. C'est assez incroyable. Alors, déjà le problème, c'est que je n'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage principal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait, au début, on a un personnage français qui est en Russie et qui va se faire enfermer pour une fausse raison. Voilà, c'est un complot. Et sauf que le problème, c'est qu'au début du film, on nous montre que le mec a un peu tout fait pour se faire emprisonner, quoi. Alors, je veux bien, il y a ce côté un peu chauvin. Le gars est français, il arrive en Russie et il dit « en fait, en France, on fait ça mieux que vous, notre façon de penser est meilleure, donc je fais comme chez moi. » Forcément, alors, on peut être d'accord sur la façon de penser, il n'y a pas de souci, mais
en termes de cinéma, en termes d'histoire, c'est un peu compliqué de s'impliquer dans le personnage quand on se dit « Ah bah putain, je l'aurais pas du tout fait comme ça, quoi, je l'aurais fait jouer un peu plus fine. » À cela, on s'ajoute que le gars se permet d'essayer d'avoir une romance avec une nana alors qu'il est en train d'essayer de fuir le pays. Tu te dis « Bon, il y a peut-être d'autres priorités quand même. » La scène est absolument hallucinante où ils se retrouvent tous les deux dans la voiture là, alors que le gars est juste à la frontière, il a juste à partir et ça serait bon, et non, il reste quand même histoire de faire un câlin à sa nouvelle copine. Oh là là, c'est compliqué quoi. Donc voilà, non, je passe pour ce film là. Même si, juste petit truc en fait, ce qui est un peu dingue, c'est que l'histoire justement du couple russe à côté, avec le beau-père, enfin le père et beau-père, qui est le fils qui est vétéran de la guerre de Tchétchénie, en fait il y a cet angle là où on se dit ah sympa, sauf que c'est à peu près 5 à 10 minutes dans le film, donc ça vaut pas le coup. Don't worry, darling. Alors, si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait juste avant sur les autres films que j'ai vus en 2022 et qui datent d'avant, vous savez que j'ai adoré ce film incroyable. Il m'a donné envie de voir du coup le premier film d'Olivia Wilde, parce que quand j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé ça juste superbement bien maîtrisé en termes de réalisation. Au-delà même juste de l'histoire, cette ville oppressante où dès le début, ne serait-ce que rien que par des angles de caméra qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui va pas, voilà, j'ai été emporté vraiment par ce film. Alors je suis très naïf, donc je n'ai pas du tout deviné la fin avant comme certains, ce qui m'a permis encore plus d'apprécier le film. Il y a cette musique qui prend l'espace, comme si on pouvait presque la toucher ou la voir en fait dans le film, avec un peu comme du Ghost in the Shell dans les moments contemplatifs en fait. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien réalisé, extrêmement bien fait. Je suis totalement entré dans l'histoire, notamment grâce au jeu d'acteur qui est effectivement très bon. Et voilà quoi, que demander de plus, un excellent film. Et comme j'ai adoré Booksmart aussi, bah j'ai hâte de voir le prochain film d'Olivia Wilde, tout simplement. The Woman King, et alors là j'ai été assez surpris en fait, je m'attendais à tout autre chose, puisque ce film en fait reprend vraiment les bases de scénarios que j'aurais pu voir dans les années 90, début des années 2000 quoi. On part sur l'histoire d'un petit pays oppressé par un empire menaçant, avec ce personnage qui va rentrer dans une unité d'élite, qui va apprendre leurs us et coutumes, devenir de plus en plus fort, avec à côté de ça une petite histoire d'amour. Enfin, vraiment, ça me faisait un peu penser de temps en temps à Braveheart, de temps en temps au Dernier Samouraï. Il y a vraiment ce truc-là. Alors oui, effectivement, le fait que ça se passe en Afrique, avec des personnages principaux qui sont féminins, ça amène une originalité, mais je trouve qu'elle est vraiment pas bien exploitée en fait. Le reste du scénario est extrêmement plat, et bah moi j'aurais voulu un peu plus, que le film aille un peu plus loin, et bah non. C'est dommage, c'est dommage. Sans filtre, ou The Triangle of Sadness dans sa version originale. Alors j'ai pas vu The Square, qui est l'autre film de Ruben Östlund, qui du coup est un réalisateur qui a eu 2 palmes d'or pour 2 films différents. Mais voilà, Sans filtre est plutôt sympa. Alors oui, c'est agréable de voir des multimillionnaires, voire milliardaires, sur un bateau qui finalement tourne à la catastrophe. C'est toujours sympa de se moquer de ces gens-là, ok, soit. Maintenant, le souci, c'est que... Enfin, le souci, et d'une certaine façon la force un peu du film, c'est que tout le monde s'en prend plein la gueule. En fait, il n'y a pas que les riches. Globalement, voilà, l'équipage, qui je suppose est censé représenter la classe moyenne, s'en prend plein la gueule aussi, y compris la femme de ménage qui va après prendre le pouvoir. C'est... en fait, tout le monde en prend pour son grade d'une certaine façon, mais du coup, le couple, même le couple en fait, est un peu critiqué au début, qui est le couple de personnages principal, qui est censé être une accroche pour le spectateur, je suppose, où on est censé s'identifier à eux d'une certaine façon, sauf que bah, du coup, ça ne marche pas du tout. Et je me suis senti un peu étranger au film, donc oui,
il y a des choses qui sont plaisantes, des choses qui sont bien pensées, mais à partir du moment où je peux pas m'identifier, ou je peux pas vraiment rentrer dans le film, bah ça me laisse un peu sur ma faim. Bon, Black Adam. Alors, les scènes d'action sont plutôt pas mal. Voilà, je pense que je pourrais m'arrêter là pour ce film. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est du DC qui copie du Marvel, et ça s'arrête là. Donc voilà, c'est tout. Amsterdam, et là on retourne dans ce que je disais, notamment avec Nope. C'est alors un film d'auteur qui est intéressant, qui amène de bonnes idées, et où, à nouveau, j'arrive pas à vraiment, totalement, m'impliquer dans l'histoire, notamment. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de comprendre où est-ce que ça allait, donc oui, voir ces acteurs extrêmement bons, qui jouent ensemble, qui font vivre le film, c'est agréable, mais pour moi, il faut quelque chose en plus, quoi. Donc je reconnais la valeur du film, en tant que ce qu'il est, mais ça va pas plus loin pour moi. Ensuite, Black Panther Wakanda Forever, et putain, cette année Marvel ça aura pas été incroyable. Alors oui, tous les autres Marvel que je regardais avant, je sais que c'est pas des films forcément extraordinaires, mais au moins je passais un bon moment, je voyais des scènes d'action, voilà, il y avait 2-3 incohérences, mais bon, c'était pas grave, on s'en fichait, ça restait. On allait au ciné pour en prendre plein les yeux, et puis voilà. Black Panther, il y a même pas ça, quoi. Le film est long, mais surtout il est inutilement long. Pourquoi 2h40 pour ça? Je comprends pas. Alors oui, c'est sûr, quand ton acteur principal meurt entre deux films, c'est un peu compliqué, mais du coup, il fallait pas se faire ce film-là. Fallait faire l'histoire de Black Panther dans autre chose, quoi. Dans un autre film, j'en sais rien, mais ce film n'a pas de sens, et je trouve n'est pas divertissant. Alors qu'avant, au moins, si les autres films Marvel, je trouvais le scénario faible, au moins il était divertissant. Et cette année, c'est pas le cas. Donc on va voir avec l'arrivée du nouveau méchant de Kang, qui est un très bon méchant dans les comics, ça y a pas de souci. On va voir s'ils vont relever le niveau, mais j'en suis pas sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Inuo, alors, film d'animation un peu spécial parce que le début est, pas forcément intéressant. J'étais là, où est-ce que le film veut aller, où est-ce que ça nous mène, tout ça. Et à partir de la deuxième moitié du film, y a les chansons qui arrivent, et on s'aperçoit qu'en fait, ce film, c'est un hommage au rock des années 80 à peu près. Vraiment, on sent que le réalisateur a essayé de faire revivre cette atmosphère des festivals de l'époque, et je dois avouer que ça a super bien marché, putain, même sans connaître ou trop, même en étant trop jeune pour avoir connu cette période-là, vraiment il y a des moments où tout d'un coup je me suis rendu compte que je tapais des pieds, ou j'étais limite à vouloir taper des mains avec la musique, c'était assez incroyable. Donc le film en soi, en tant que scénario enchaînement d'événements, etc., je trouvais pas forcément génial, mais je peux pas m'empêcher d'apprécier ce film parce que j'ai les chansons qui me sont restées dans la tête, et à chaque fois que j'y repense, c'est un bon moment, quoi. J'ai de bons souvenirs avec ce film, alors que le début est pas top, quoi. C'est assez incroyable. Le menu. Alors, pour le coup, c'est assez simple. Étant donné que c'est un huis clos qui se passe justement dans un restaurant qui se passe sur une île, donc vraiment huis clos, tout simplement, soit vous rentrez dedans et dans le suspense, dans la tension que ça apporte, soit vous y êtes pas du tout et là c'est compliqué. Il se trouve que moi, j'ai été pris dans cette histoire de bout en bout, j'ai beaucoup aimé les personnages, les acteurs forcément, et je trouve que l'histoire a du sens, n'en fait pas trop. Alors, ça, clairement, c'est sans parler du fait que, effectivement, toute cette histoire de restaurant est une métaphore pour la façon dont l'art est vu, et les artistes, et plus particulièrement le cinéma. Mais même sans ça, même si vous enlevez toute cette seconde lecture, rien que le premier degré est extrêmement bien fait, et c'est, je trouve, la force du film, justement. C'est bien d'avoir un message, c'est bien de faire des métaphores, mais il faut que l'histoire de base se tienne et soit intéressante, et c'est ce que fait le menu.
Bones and All, histoire, film intéressant. J'ai été assez surpris puisque je ne savais pas que ce film était une histoire de cannibalisme à la base, mais c'est un peu une sorte de prétexte en fait. Il y a le début qui est un peu gore, il y a la fin aussi, et une petite scène au milieu, histoire de te rappeler quand même que c'est des cannibales, mais à part ça, en fait, le reste du film, c'est une histoire d'outcast, justement, de marginaux, donc il y a ce couple qui va se former, il y a une espèce, en fait, de road trip qui vont voyager pour essayer de trouver la mère de la fille et tout. En fait, c'est surtout ça, c'est surtout cette partie-là de l'histoire qui est intéressante, et le côté cannibale rajoute effectivement une espèce de tension, de côté fantastique qui est aussi extrêmement agréable, enfin en tout cas bien exploité pour l'évolution psychologique des personnages. Donc voilà, plutôt cool. Avatar, la voix de l'eau. Il aura mis du temps à sortir ce film, et oui, forcément, il vaut le coup. Il est assez incroyable visuellement, mais comme pour le premier, j'aurais à peu près les mêmes reproches, c'est que l'histoire est extrêmement classique, donc c'est cool, c'est absolument fabuleux visuellement, il y a un nouvel univers qui est créé, il y a une heure, vraiment une bonne heure, où James Cameron nous dit « Regardez comme c'est beau l'océan, comme c'est magnifique. » Ok, pas de souci, c'est très bien. Ensuite voilà, j'aurais bien aimé autre chose, on dirait presque un épisode filler en fait. Ce film, c'est on attend la suite quoi. Mais voilà, maintenant, un peu comme avec Top Gun Maverick, il faut pas enlever au film que c'est un extrêmement bon divertissement, la scène finale, le climax et tout ça, vraiment j'en ai pris plein les yeux. Il faut dire que, ok, James Cameron maîtrise son sujet, ça y a pas de souci là-dessus. Maintenant, j'espère juste que niveau scénar, ça ira un peu plus loin quand on se lance dans une saga comme ça, c'est pas juste un petit film comme ça de divertissement comme Top Gun. Quand on se lance dans une saga, il faut donner envie aux spectateurs de regarder la suite et tout ça. Et pour l'instant, les Avatars, ok, je les ai vus au ciné, je me suis pris une claque visuellement, mais ça s'arrête là. Et je finis sur les Banshees d'Inisherin. Alors, oui, c'est un film qui a été extrêmement apprécié par en tout cas les cinéphiles, mais j'ai eu un souci parce que, comment dire, le film est magnifique, ok, les acteurs sont très bien, c'était cool de voir Colin Farrell dans ce type de personnage-là, tout est très beau, ça, y a pas de souci, les décors naturels sont assez incroyables, il faut bien l'avouer, quoi. Quel beau pays l'Irlande. Maintenant, j'ai eu de temps en temps cette espèce d'impression, comme dans certains films français où je comprends pas ce que les personnages font, ou pourquoi ils font ça, ou en gros, oui, je comprends, oui, je vois que c'est une métaphore d'autre chose, mais pour moi, le principe, c'est, en gros, si ces personnages font quelque chose, genre se mutiler, se couper des doigts, parce que ça représente la métaphore d'autre chose, mais pas parce que c'est logique dans le scénario, pour moi, il y a un souci. J'adhère pas à ce côté-là, à cette vision-là, en tout cas, et ça m'a posé quelques problèmes tout le long du film, donc je reconnais à nouveau les qualités du film, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça ne va pas plus loin pour moi, puisque je n'ai pas pu m'attacher à ces personnages. Donc voilà, c'était mon année film cinéma 2022. Merci d'avoir regardé, je vous laisse avec le classement. Ciao!